Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grand test du Samsung S95C dans sa version 55 pouces, modèle QD OLED Premium que ce S95C, puisqu'il existe aussi en gamme un S90C. Je vais revenir en petit aparté sur un sujet, et vous l'avez peut-être remarqué aussi sur la chaîne et dans les notifications si vous êtes abonné que vous avez reçu, qu'il existe sur la chaîne tout simplement une vidéo de test plus courte, plus succincte pour tous ceux qui sont un petit peu plus initiés justement au monde de la télé et ceux qui sont aussi plus abonnés réguliers à la chaîne, où je reviens régulièrement sur des petits points de détail sur les téléviseurs. Vous le savez, je teste les télés, je vous en fais souvent des très longues vidéos de plus de 20 minutes avec des sommaires pour vous déplacer, et c'est ce qui va effectivement concerner ici le sujet de cette vidéo, et j'ai envie de vous proposer des versions un petit peu plus courtes, peut-être pour voir un petit peu comment vous réagissez à cela. Quelques précisions concernant d'abord ce produit. C'est de façon à essayer de vous livrer, lorsque je suis face caméra, une image qui soit à peu près supportable compte tenu de la puissance lumineuse qui se cache dans ce téléviseur. Eh bien sachez que je l'ai techniquement bridé, parce que si je mets la dalle dans son mode cinéma ou filmmaker de base, eh bien vous allez rien voir clairement, sinon, ou alors c'est moi qui suis complètement dans la pénombre. Bref, pour avoir une sorte d'image un petit peu plus homogène, sachez que j'ai effectivement grandement limiter les réglages ici en mode filmmaker de la luminosité qui est seulement à 15 alors qu'elle est normalement à 50 dans un mode HDR, et le contraste est ici à 47 juste pour essayer d'équilibrer un petit peu. Bon, tout simplement, ça c'est une première mise en garde. Fiez-vous essentiellement aux images d'incrustation que vous allez avoir durant cette vidéo, et surtout sur la partie résultat des mesures qui, vous allez le voir, eh bien cache quand même, tout simplement traduit ici le potentiel de la dalle qui est intégrée. Ensuite, dans ce modèle S95C, je vous l'ai dit, c'est le modèle QD OLED Premium, le plus performant, celui avec le boîtier One Connect. Et en dessous de celui-ci, on trouve un S90C dont j'avais fait mention notamment lors de la vidéo à l'IFA de Berlin, tournée avec Florent Greff. Et lorsque je parle d'un nouveau téléviseur OLED présenté, qui était le 83 pouces présent sur le stand, attention, en S90C, donc le modèle de taille, de gamme inférieure, qui n'est pas livré avec le boîtier One Connect, j'évoque ce 83 pouces qui n'est de toute façon pour l'instant pas prévu en France, en parlant de téléviseur OLED, parce que sachez que ce 83 pouces, eh bien c'est une dalle White OLED qui est à l'intérieur. Ce n'est pas une dalle de Samsung Display, Visual Display, avec de la technologie QD OLED, mais c'est du White OLED de LG Display, pardon, cette fois-ci. Et donc du coup, je souhaitais aller le chercher, et puis voilà, dans la confusion, dans l'emballement, dans les échanges qui se sont passés sur le salon, c'est un petit peu passé à la trappe, alors que je voulais aller le chercher. Bon, on est un peu passé à côté. Donc sachez que ce S90C en 83 pouces, qui de toute façon, j'insiste encore là-dessus, n'est pas prévu encore pour nous, il devrait arriver quand même un peu plus tard, parce que sinon, il ne l'aurait pas exposé sur un salon européen, mais en tout cas, on n'a pas d'infos de prix ni rien. Eh bien, le S90C en 83 pouces, ce n'est pas du QD OLED, il n'y a pas de dalle au-delà de 77 pouces en QD OLED, c'est du White OLED, et donc un partenariat entre Samsung Electronics, cette fois-ci intégrateur téléviseur comme celui-ci, et LG Display. Les caractéristiques techniques, c'est une dalle Ultra HD qui effectivement a déjà un avantage sur les dalles White OLED, c'est que cette dalle Ultra HD, elle est non seulement capable de faire de l'Ultra HD à 120 via ses 4 connecteurs HDMI 2 points, mais elle est capable aussi de monter à du 144 Hz si jamais vous y branchez un PC par exemple. Et même si l'on a ici une certification FreeSync Premium et que la certification G-Sync n'est en mode NA, c'est-à-dire que non appliquée, voilà, elle n'est pas certifiée, et bien lorsque j'ai pu brancher mon ordinateur dessus, qui est lui doté d'une carte graphique Nvidia, eh bien je vous le dis, j'ai pu activer les fonctionnalités de G-Sync, et surtout, on va le voir dans la partie gaming, je n'ai eu aucun problème pour tirer parti de cette dalle à 144 Hz. Le boîtier One Connect bride le débit des connecteurs, 4 prises HDMI 2 points, 40 gigabits. On n'est pas sur du 48 gigabits, ça m'a été d'ailleurs confirmé par les équipes de Samsung puisque je leur ai demandé, et donc on n'est pas sur du 48 gigabits. Et honnêtement, je ne pense pas que ça pose vraiment beaucoup de problèmes compte tenu des débits des consoles, notamment pour les platines Blu-ray, etc. C'est pas un sujet. Pour la partie console non plus, ce que vous retrouverez aussi chez LG, mais aussi chez Sony avec le A95L, ou encore chez Panasonic avec le MZ2000, qui sont là encore des produits concurrents directs, produits haut de gamme, eh bien c'est le Dolby Vision. Ici, le Dolby Vision, on oublie. Le Quantum Neural Processor 4K, ou Neural Quantum Processor 4K, il fait des merveilles. On va y revenir dans la partie qualité de l'image, et donc là aussi sur la partie
partie upscaling, sur la partie traitement du piqué, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez classique et que l'on retrouve désormais sur les téléviseurs de la gamme, qu'ils soient Ultra HD, QD OLED ou Mini LED. On va en arriver maintenant au tarif. Je vous l'ai dit, ce produit, c'est le haut de gamme en matière de téléviseur OLED chez Samsung, avec la technologie Samsung. Et donc, à qui et à quoi il s'oppose plutôt? Tout simplement à un LG OLED G3 que j'ai testé. Le lien est dans la description et puis vous devriez aussi avoir une infobulle ici, mais vous irez consulter la vidéo après si vous ne l'avez pas déjà vu. Le LG OLED G3 avec ses dalles Meta, qui je le rappelle est une combinaison à la fois du MLA avec ses micro-lentilles, le Micro Lens Array, qui booste sérieusement la luminosité, et ses algorithmes Meta Booster qui, encore une fois, eux aussi boostent luminosité, etc. Bref, le comportement du téléviseur qui est quand même le meilleur des téléviseurs OLED, White OLED en l'occurrence. En tout cas, tant que je n'aurais pas testé le Panasonic MZ2000, qui lui aussi se positionne comme un concurrent direct de ce S95C. Et l'autre concurrent évidemment très important, c'est le Sony A95L qui lui utilise une dalle QD OLED de chez Samsung avec un véritable gros avantage. C'est que chez Sony, on propose le Dolby Vision, ce qui n'est pas le cas chez Samsung. Et alors là, du côté des tarifs, ce qui est en train de se passer, il faut s'accrocher pour suivre. Le 55 pouces, ce modèle que je teste, il est au moment où je vous parle, le 21 septembre, il est affiché à 2059 € au lieu de 2700 €. Économie sur le site de Samsung de 640 €, une belle remise tout de même. Le 65 pouces, qui je vous le dis tout de suite, clairement, une fois qu'on se dirige vers des téléviseurs premium, là le 55 je le trouve un peu petit. Donc si vous souhaitez mettre encore un petit peu plus, rajouter un petit quelque chose, allez vers du 65, vous ne serez pas déçus. Le 65 pouces, il est à 2750 €, 850 € de remise. Et le 77 pouces, il est à 4350 € au lieu de 5100 €, donc 750 € de remise. Vous avez à tout cela, évidemment, tous les prix qui s'affichent, parce que je ne vais pas commencer à tous les lister, mais tout ce qui se passe du côté de chez LG avec l'OLED G3, du côté de chez Panasonic, avec le MZ2000, et du côté de chez Sony avec le A95L. J'aimerais bien les tester, ces produits-là, parce qu'on est en train d'assister à une petite guéguerre technologique, technique, et en plus sur les prix, chacun réagit assez vite, en tout cas du côté de chez Samsung et de chez LG, parce que côté japonais, ça pique encore. Sur la partie ergonomie matérielle, je vais essayer d'aller assez vite. D'abord, parce que, à vrai dire, il n'y a pas grand-chose à en dire. Et puis surtout, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Néanmoins, il est là. Donc, on va quand même se faire un petit peu le tour du propriétaire, d'une certaine manière, avec les avantages. L'avantage premier, sans doute, c'est le boîtier One Connect, avec cette contrepartie du 40 Gb au lieu du 48 Gb, mais surtout le boîtier One Connect qui va prendre place à l'arrière du pied incliné. Il est livré, ce boîtier One Connect, avec deux câbles, un câble qui est court et un câble plus long qui cette fois-ci va vous permettre de déporter le boîtier, soit si jamais vous avez décidé d'accrocher le téléviseur au mur, ou alors tout simplement si vous l'avez posé comme ça sur une table et que le boîtier One Connect, vous le mettez par exemple dans un tiroir, dans un meuble ou ailleurs, dans une étagère. Donc le boîtier One Connect, c'est une bonne chose pour moi, encore une fois, ça permet d'obtenir quelque chose comme ça, d'une intégration très propre. Ça sera sublime si jamais vous l'accrochez au mur parce que le téléviseur en lui-même, il est très fin. Le point qui est important, c'est encore une fois ce pied. Alors c'est pas un pied central rotatif, mais le pied central va vous permettre, dans le cas si jamais vous voulez prendre le modèle 77 pouces, justement d'avoir un pied central pour l'intégrer, pour l'installer sur un meuble un petit peu plus étroit et ne pas être encombré avec des pieds qui seraient disposés par exemple à chacune des extrémités. Les dimensions des pieds, vous les avez, mais moi ce que je vais vous indiquer plutôt, c'est tout simplement la hauteur sous la dalle qui est d'environ 7 cm en l'état, et la hauteur sous la zone d'affichage, c'est-à-dire que 7 cm à peu près au niveau du châssis, et sous la zone d'affichage, on a à peu près 8 cm, 8 cm et demi, donc ça vous laisse quand même une place assez confortable pour positionner une barre de son si vous le souhaitez. Si vous optez pour une barre de son de Samsung, en plus vous aurez les technologies sans fil qui vous permettront d'avoir le Dolby Atmos sans fil en fonction du modèle que vous aurez choisi. Les enceintes qui sont intégrées à l'arrière, le système comme vous l'avez vu dans la fiche technique 4.2.2, 70 watts RMS, qualité audio qui est bonne, qui est couplée
à des technologies, encore une fois Samsung, avec de l'OTS+, Object Tracking Sound+, ou Lava pour l'Active Voice Amplifier, mais si je vous en parle tout de suite, c'est que c'est nécessaire dans l'installation de votre produit. Sachez-le, je trouve que ça devient de plus en plus important, a fortiori lorsqu'on a des produits comme ça tout fins qui n'ont aucune caisse de résonance d'une certaine manière à l'intérieur, et bien de ne pas les positionner très loin des murs parce qu'ils en ont besoin. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont de plus en plus besoin de céder des murs, de la réverbération pour se créer cet effet donc de caisson tout simplement et pour vous reproduire du son de qualité chaud, sauf peut-être effectivement chez toutes les marques qui ont des barres de son en façade. Je vous parlais tout à l'heure du MZ2000. Bon bah le MZ2000 il a une barre de son en façade, des cheminées sur le dessus pour l'effet Atmos, puis des choses aussi qui se passent du côté, sur les côtés. Et puis chez Sony, eh bien on a les technologies d'acoustique surface qui là eh bien font vibrer la dalle pour vous diffuser directement le son au travers donc de la dalle. Technologie évidemment que Sony propose. Ici c'est pas le cas, mais voilà, ça fonctionne plutôt pas trop mal. En fait, le point qui est le plus marquant sur l'ergonomie et qui ne change pas chez Samsung, bien c'est la télécommande. Bon bah moi clairement je m'en suis lassé, vous le savez, ça fait un moment. C'est génial, c'est une télécommande qui n'a pas de pile, qui doit avoir une petite batterie à l'intérieur, puisqu'elle se recharge de manière solaire, et puis surtout, elle utilise aussi les réseaux Wi-Fi de la maison pour exploiter de l'énergie et recharger, retirer de l'énergie et recharger la télécommande. Donc du coup, on n'a aucun problème concernant cette autonomie, mais elle est tellement succincte, quoi. Et puis pas rétroéclairée. Voilà, S95C, je vous ai partagé les prix, donnez-moi quelque chose de rétroéclairé et avec plus de touches, parce que j'en parlerai dans la partie ergonomie logicielle, mais Tizen OS, bon bah... Bref, allez, on en reviendra dans la partie ergonomie logicielle cette fois-ci, mais voilà, ma critique concerne toujours encore cette télécommande, on aime ou on n'aime pas. Bon bah moi, clairement, elle n'a pas ma préférence sur tout ce qui existe aujourd'hui, sur tout ce qui est proposé, et je pense que vraiment, voilà, il faut avoir un petit peu d'exigence lorsqu'on est sur des produits premium comme celui-ci, là, le côté tout plastique, très peu de boutons, bon, trop peu pour moi, mais je vous laisserai pourquoi pas vous exprimer là-dessus. Sachez aussi que si on peut voir sur le site internet qu'on est là sur, effectivement, le fameux écran Infinity, c'est pas l'écran Infinity tel qu'on peut le retrouver sur les modèles mini LED haut de gamme 8K. Le 4K, est-ce qu'il est aussi fin? J'ai un doute. En tout cas, les 8K ont des bordures vraiment toutes fines, quasi imperceptibles. Les dalles LCD mini LED viennent jusqu'au bord du châssis et c'est sublime. Voilà, on a encore un écran noir, mais en même temps, on a encore une bordure noire, mais en même temps, le résultat, cette fois-ci sur la partie qualité de l'image, est tel que on met ça de côté, quoi. Je vous le rappelle, la luminosité du téléviseur est légèrement bridée. J'espère que dans ce qui va se passer, qu'on va pouvoir prendre plaisir quand même à découvrir tout cela. La qualité de l'image ici, elle est somptueuse. Vous devez quand même déjà commencer à voir que l'OLED, ça marche. Avec les forces et les faiblesses que j'aborde régulièrement, pas de pied pivotant. Donc si jamais vous avez une exposition comme moi, fenêtre plein sud, avec une journée ensoleillée, ça va commencer à poser des problèmes. Chez LG OLED, avec le G3, on avait déjà une belle augmentation de la luminosité. On avait un filtre Vantablack qui vient aussi compenser les reflets. Là aussi, on a un filtre qui est sans doute parmi, cette fois-ci, l'un des plus efficaces qu'on va retrouver chez Samsung, a fortiori sur les téléviseurs OLED, parce que les mini LED, eux, vont profiter d'un boost de luminosité qui va compenser encore un petit peu plus la chose. Et au sein de tout cela, on a ce processeur 4K, ce Neural Quantum Processor 4K, qui fait un très bon boulot. Quand je teste les téléviseurs de chez Sony et de chez Panasonic, j'espère pouvoir refaire le Panasonic MZ2000 très vite, mais lorsque j'ai eu le X95L, qui est le modèle mini LED de chez Sony, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient. Je vous remets le lien dans la description, et puis vous avez peut-être l'infobulle aussi. Mais sur le téléviseur LCD mini LED, je dis que techniquement, il y a des choses qui me dérangeaient sur la gestion de la dalle, du rétroéclairage, etc. Mais sur le traitement de l'image, c'est quelque chose. Et Samsung, clairement aujourd'hui, se rapproche de plus en plus de tout cela, mais c'est pareil chez LG. Les gars, les constructeurs japonais ont certes encore une avance, mais qui se réduit, qui devient tellement tenue, peut-être sur certains des contenus, quand on va vraiment être un gros consommateur de Blu-ray, mais pour monsieur et madame, tout le monde, ça, je peux vous dire que ça marche très bien. C'est fluide, c'est piqué, l'upscaling est bon, que ce soit la TNT, que ce soit des contenus visionnés depuis du Netflix, du Disney+. Je rappelle qu'un Netflix en Ultra HD, c'est 15 mégabits ou 17 mégabits par seconde, ça fait longtemps que j'ai pas revérifié. Donc c'est 3 fois rien, j'ai envie de dire, et le résultat est super
super propre. Donc ça, c'est forcément du travail du processeur. Et lorsqu'on couple ça en plus à une technologie QD OLED avec une dalle qui a des pixels auto-émissifs avec une telle puissance, on va y revenir dans la partie luminosité et la partie mesure, pardon, eh bien le résultat est là. Le résultat est clairement à la hauteur, selon moi, de ce que je peux en voir, de l'OLED G3 de chez LG. Alors attention, on n'a pas de Dolby Vision, je sais que pour certains c'est critique, mais pour moi, ça ne m'a pas fait défaut. Je n'ai pas perçu de manque de ce côté-là. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, les résultats des mesures, vous allez le voir, traduisent un calibrage sorti de carton tout à fait honorable. Mais à l'usage, il y a plein de petites choses qui font qu'on se dit « Ok, là ça marche », et des fois on se dit « Oh, là c'est un peu trop ». Je m'explique. Clairement, la technologie QD OLED, qui est différente de la technologie White OLED dans sa conception même, fait qu'on va avoir ici certaines teintes qui vont vraiment être très marquées. Le rouge, le vert, clairement, que ce soit dans le cinéma ou que ce soit... Alors c'est un peu atténué dans le cinéma, parce que c'est toujours un petit peu noyé dans un truc. Mais lorsqu'on va avoir par exemple le logo Netflix ou certaines inscriptions sur l'application même Netflix, ou lorsqu'on va brancher un ordinateur, qu'on va avoir des éléments rouges ou qu'on va avoir le logo Nvidia vert, ça devient tellement saturé. Et en fait, au travers de ce S95C, on a la logique mesure, benchmark, qui colle très bien, et on a ensuite la logique usage, qui font qu'on se dit « Ok, on est quand même sur un téléviseur à la Samsung. On n'est pas sur une image douce, un peu sage, un peu polie, voilà, qui va bien, qui... » Non, je vous le dis, c'est du Samsung. Faut que ça pète. Ce téléviseur-là, que ce soit en mode filmmaker ou en mode cinéma, dans sa configuration, si la calibration peut être jugée bonne par la sonde, au ressenti, c'est du Samsung. Je retrouve, moi, l'image de... des quelques années même précédentes, parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de s'assagir un petit peu. LG est resté là-dessus, ils sont restés sur un truc un petit peu plus clean. Et eux, non. Eux, il faut que ça y aille. Il faut que ça y aille. C'est pas encore du mode magasin où c'est complètement n'importe quoi. Ça, clairement, là, ici, je me régale. Hein. C'est très beau. Attention, ne vous y trompez pas. En revanche, pour tous ceux qui, par exemple, seraient extrêmement fans d'un rendu Dolby Vision ou d'un rendu Sony ou d'un rendu Panasonic, par exemple, plutôt très doux, je sais pas, voilà, peut-être que les mots me manquent là à l'instant. Ah, je vous le dis, lui, il envoie. Lui, il réfléchit pas, il envoie la patate, mais ça profite à beaucoup de choses. Ça aide à compenser, pourquoi pas, certains reflets, ça vous flatte l'œil, ça aide aussi à renforcer, bien souvent, dans certaines scènes, la sensation de détail dans l'image. Je rappelle qu'on a une multitude de traitements, mais alors... Voilà, je ne les compte plus, les traitements qui sont appliqués par le Neural Quantum Processor 4K. Et tout ça, ça donne un espèce de cocktail qui est quand même à l'œil assez flatteur. Attention, certains pourraient ne pas apprécier. Et là, vous en avez une démonstration très concrète de ces couleurs qui sont chatoyantes, qui sont éclatantes. C'est vraiment, voilà, c'est très piqué, c'est très beau. Il y a des points qui également, et là, peut-être qu'on est un peu dans un chapitre en entre-deux avant d'en arriver au résultat des mesures, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels c'est difficile pour moi de valider ou d'invalider certaines choses, parce qu'on est vraiment dans l'appréciation aussi de chacun. De toute façon, les tests sont liés à l'appréciation et à ce que je peux voir passer. Et ma difficulté dans le cas présent est que je n'ai pas de moniteur de référence, comme peut l'avoir par exemple Vincent Théo, et accéder directement à des comparaisons à un instant T, à voir tous les contenus ou tous les téléviseurs. Je m'explique, il a été partagé notamment certains soucis, par exemple, dans la gestion des contenus 24p. C'est pas quelque chose qui, moi, m'a choqué dans tout ce que j'ai pu regarder. En fait, même avec des contenus streamés, que ce soit depuis les applications mobiles, enfin depuis les applications de streaming, Netflix, Disney+, etc., parfois, j'avais effectivement une sensation que c'était pas exactement ça, en tout cas pas exactement ce que j'attendais de la fluidité de l'image. Attention, je suis pas fan du tout de l'effet caméscope, mais j'aime quand même avoir un téléviseur qui va pas m'afficher une sensation de saccade, c'est pas beau, il y a un gros effet de traînée, etc. Donc c'est vrai que parfois, assez étrangement, sans impacter radicalement la calibration colorimétrique à l'œil, attention, à l'œil, et sur des trucs où on se dit, bon, bah, c'est du tout venant, je consomme comme ça, le mode standard s'en sortait presque mieux qu'un mode cinéma ou un mode filmmaker, où il y a certains traitements qui sont coupés. Donc, à la limite, privilégions le mode cinéma. Ou alors, privilégions tout simplement la possibilité d'aller mettre les mains un petit peu dans les réglages et dans ces moteurs de compensation de mouvement, ces moteurs de gestion de la fluidité, pour pallier un peu à cela.
Là-dessus, peut-être qu'il vous faudra éplucher, clairement, ceux qui ont ce téléviseur depuis plus longtemps, et puis ceux qui visionnent beaucoup de Blu-ray aussi, peut-être. Donc pourquoi pas aller consulter là-dessus, et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire ou venir en parler avec nous sur Discord, le lien est dans la description. Vous aurez aussi un sujet, peut-être, dont vous aurez entendu parler, c'est tout simplement le phénomène de marquage. Le marquage sur l'OLED est un risque, c'est réel. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur des diodes organiques et en fonction de ce qui se passe, eh bien, ça peut marquer en fonction de ce que vous affichez, etc. Il y a des technologies qui existent pour lutter contre cela. Le décalage de pixels, l'atténuation de la luminosité dans les zones fixes de l'image avec les logos, etc. Des dissipateurs thermiques qui permettent d'abaisser la chauffe sur ces diodes. Et puis, il y a aussi le micro-lens array qui permet de tirer plus de luminosité avec moins de chauffe, moins d'électricité envoyée dans les diodes, moins de courant. Et donc, du coup, ça, c'est deux choses qui permettent de lutter. Et dans ce cas-là, ce qui oppose le QD-OLED au White OLED, donc la technologie Samsung Display à la technologie LG Display, eh bien, Airthings a procédé à des comparaisons, en tout cas à des stress tests, dans lesquels ils se sont aperçus que les dalles QD-OLED de chez Samsung marquaient plus vite que les dalles White OLED. Et clairement, il faut quand même reconnaître, moi je suis allé voir aussi ce sujet, et en fait, la vidéo les stress tests que fait Airthings, ils le précisent aussi. Ils disent clairement, nous, on stresse les dalles, mais c'est pas parce qu'on va constater qu'on commence à avoir du marquage à tel moment par rapport à du White OLED que ça va s'avérer dans une utilisation plus classique. Donc prenez ça en considération, faites votre choix. Si vous êtes effectivement plutôt fan de Samsung et si votre consommation ou si vous êtes disposé, de toute façon, encore une fois, il y a des technologies, puis il y a même une mise en veille de l'écran qui s'applique automatiquement lorsqu'il détecte que l'image ne bouge plus. Je pense qu'il faut relativiser cette dernière partie-là, mais il ne faut pas l'oublier pour autant. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas des choses que moi j'ai vérifiées, donc je vous les partage comme une simple mise en garde. Là aussi, réagissez si vous le souhaitez. Airthings a fait un truc avec un protocole qui n'illustre pas, clairement je pense, une utilisation classique qu'on peut faire d'un téléviseur. Et puis sur la partie 24p, moi sur la partie fluidité, honnêtement, à part aller trifouiller parfois dans quelques menus, voilà, franchement, tout s'est très très bien passé. Allez, on passe au résultat des mesures, et comme d'habitude, c'est la voix off qui vous en parle. C'est parti pour ce chapitre sur les résultats des mesures. Vous l'aurez compris, j'évoquais jusqu'à présent que le rendu des couleurs de ce téléviseur me semblait surtout axé sur quelque chose de pétant. Une configuration de la dalle qui mise parfois sur une forme de dynamisme pour booster un peu la perception des couleurs et attirer le regard. Pour autant, sitôt le logiciel de mesure Calman Business de Portrait Display lancé et la sonde en action, tout semble à peu près rentrer dans l'ordre, en tout cas si on en croit la procédure habituelle. Si j'évoquais plus avant une impression d'une forte dominance du rouge et du vert, il semble que sur ces deux teintes, le rouge soit finalement un peu en retrait. En effet, la mesure du point blanc à 100% et à 30% en mode filmmaker comme en mode cinéma montre que le vert et le bleu dominent. Les plus malins l'auront sans doute compris. Non seulement le QD-OLED utilise un émetteur bleu pour éclairer les sous-pixels au travers de filtres puis des boîtes quantiques pour booster la couleur, ce qui provoque donc cette dominance de bleu. Mais je ne suis pas surpris non plus que le vert soit plus fort encore sur le blanc à 100%, car c'est aussi la teinte qui permet de booster la luminosité. D'ailleurs, je ne vais pas tourner plus longtemps autour du pot, sachez que j'ai mesuré une luminosité maximale à 10% d'environ 1270 nits en mode cinéma et 1250 en mode filmmaker. On est donc en dessous des 1540 nits que j'ai pu mesurer sur le LED G3 en version 65 pouces, mais toujours sur un pic à 10%. Mais attention toutefois, il faut savoir que j'ai eu plusieurs échanges avec des testeurs au sujet de l'OLED G3 et les discussions tendent à laisser penser que la valeur du pic du G3 est assez variable selon les modèles, allant parfois de 1250 à 1500 nits. D'ailleurs, mon modèle affichait lui-même aussi parfois tantôt 1400, tantôt 1500 nits, et il en va d'ailleurs de même pour le S95C où certains des modèles testés sont plus lumineux. Ça commence à être un vrai casse-tête. Quoi qu'il en soit, sur la version 55 pouces testée ici, la courbe de luminosité suit peu ou prou le même tracé que les téléviseurs White OLED, avec une baisse significative des 25% à environ 650 nits pour finir à 281 nits sur les deux modes testés. En revanche, la gestion de la luminosité, que je qualifie de moyenne, qui fait ici appel à une mire, à damier, qui alterne des carrés blancs et des carrés noirs sur 35 zones, soit 70 mesures, traduit une luminosité moyenne d'environ 300 candela par mètre carré,
contre 221 pour l'OLED G3 en 65 pouces. Un modèle qui semble donc mieux gérer la luminosité de manière globale, mais à défaut d'outils capables de mesurer l'intégralité du panneau en une seule prise, ce dernier résultat est à considérer comme une donnée indicative, certes, mais une procédure qui reste toutefois toujours la même. Maintenant que j'ai traité le sujet de la luminosité, parlons de la fidélité des couleurs. Là aussi, les résultats sur les mires sont très bons. Le delta E moyen relevé sur l'espace colorimétrique Rec 709 est de 1,78 en mode cinéma et 1,87 en mode filmmaker. Un écart insignifiant qui traduit une calibration quasi identique pour le SDR, avec ces mêmes écarts d'ailleurs sur la mesure d'échelle de gris. Sous l'espace colorimétrique DCI-P3, un léger écart se creuse avec un delta E moyen mesuré à 1,83 en mode cinéma et 2,17 en mode filmmaker. Dans tous les cas, la dérive est inférieure à 3 sur cette soixantaine de mesures et on peut donc considérer que tout va bien. Je retrouve en mode cinéma, dans les mesures EOTF et luminance, le même sujet pointé par Vincent Théo notamment quant à la gestion très légèrement hasardeuse dans les basses lumières. Mais c'est tellement léger qu'on ne va pas lui en tenir rigueur. Pas plus d'ailleurs que le pic de luminosité à 100% qui traduirait un léger effet de clipping, mais à l'usage, je n'ai pas vraiment été interpellé ni même gêné lors des contenus visionnés. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que je ne retrouve pas toujours un comportement identique dans les mesures avec ce téléviseur. Ainsi, en mode filmmaker, la courbe RGB montre que le rouge domine, ce qui n'est pas le cas dans les mesures précédemment évoquées, mais passons, on se parle ici d'un écart de 2 à 5%. La température des couleurs est trop haute, avec des mesures qui pointent un 6930K au lieu de 6500K de référence. Le gamma, en revanche, est lui plutôt bon. L'espace colorimétrique Rec 709 est couvert à près de 100% et le DCI-P3 talonne les 99%, ce qui est ici très bon en sortie de carton et déjà même mieux que les 96% en DCI-P3 relevés pour l'OLED G3. Mais vous le savez sans doute, la technologie QD-OLED a surtout pour elle d'être bien meilleure lorsqu'il est question de couvrir l'espace colorimétrique BT2020 que le White OLED. Ainsi, là où un LG G3 plafonne à 80% pour le BT2020, le S95 couvre plus de 85% et cela sur différentes mesures réalisées. Attention, cette performance n'est atteinte qu'en forçant justement ce mode BT2020 dans les menus du téléviseur, sans quoi la mesure sera plutôt aux alentours des 72%. Vous le savez, j'analyse également l'uniformité de la dalle en procédant aux mesures de 35 zones blanches et ici, les résultats traduisent une dérive pouvant atteindre un delta E de 5 sur les bords. Heureusement, à l'œil, je n'ai rien identifié de choquant et c'est de toute façon imperceptible avec du véritable contenu. Enfin, quelques mots sur la consommation électrique maximale que j'ai relevée à 221 watts en HDR lorsque l'intégralité du panneau est éclairée avec une mire blanche. Mais la consommation moyenne est plus raisonnable, elle se situe légèrement en dessous des 100 watts, facilement même si jamais d'aventure vous souhaitez vous laisser porter par les réglages automatiques de la luminosité ou encore si vous utilisez les modes d'économie d'énergie proposés ici par Samsung. Alors, résultat, êtes-vous convaincu par ces résultats des mesures qui permet de créer d'une certaine manière, en tout cas juste sur cette partie mesure, une sorte de hiérarchie sur ces technologies OLED et ses variantes, en tout cas pour l'instant, avec un classement qui s'établit, mais j'ai pas le A95L et je n'ai pas non plus le MZ2000, et puis en plus derrière arriveront aussi les produits de chez Philips, et puis après il faudra en plus comparer cela aussi si vous le souhaitez à des technologies LCD avec, vous le savez, des téléviseurs TCL qui semblent vouloir aller chercher toujours plus loin et toujours plus lumineux, encore une fois sur les valeurs qui sont communiquées en pic, d'où l'importance de ne jamais oublier que la valeur de pic n'est pas systématiquement synonyme d'une super luminosité lorsqu'on a l'intégralité de la dalle éclairée et plus précisément d'ailleurs sur les téléviseurs OLED, puisque eux, ils ont ensuite des systèmes de limiteurs qui entrent en action. Quoi qu'il en soit, vous avez vu qu'il y a quand même, pour Samsung, cette technologie QD-OLED semble être en tout cas en bonne voie pour détenir certains records, mais attendons de voir ce que Panasonic avec le MZ2000 est capable de faire. Malheureusement, le MZ2000, lui, le 77 pouces, vous l'avez vu dans la précision des tarifs, n'est pas compatible, n'est pas
doté de cette surcouche de micro lens array et de Meta Booster, et donc du coup je pense qu'il va être quand même en retrait par rapport aux versions 55 et 65. On arrive maintenant à cette partie gaming. Je vous l'ai dit en introduction, le jeu vidéo, ici on profite du 144 Hz en plus du 120 Hz. Bon bah là c'est pour un usage encore bien particulier, à savoir les joueurs sur PC qui brancheront avec un câble HDMI 2.1 sur le boîtier. Bon bah moi je l'ai fait, et bah je vous le dis, je l'ai fait et ça marche, mais ça marche très très bien, avec, encore une fois, eh bien, la reproduction à la Samsung, c'est-à-dire que l'image, wow, ça pète, ça je peux vous le dire, ça pète. Alors ce que vous avez là, je dois vous le dire, c'est clairement c'est la boucle d'attente de Forza. Et je vous le dis tout de suite, l'image, elle est ici en mode filmmaker. Vous voulez voir ce que ça donne si jamais j'active le mode jeu de ce téléviseur? Vous voyez, là, il est en mode filmmaker, et puis toujours avec les paramètres d'image, les paramètres de luminosité dont je vous ai parlé. Si jamais je veux aller activer le mode jeu, alors on peut le faire par ici, hein. Vous êtes prêts, il va falloir vous accrocher un petit peu parce que vous n'allez plus rien y voir. Allez, hop, on va l'activer. Bien sûr, hop, tac, je le mets en activé, comme ça on est sûr. Vous êtes prêts? Boum, déjà vous avez dû voir que la teinte colorimétrique, c'est pas exactement la même. Et puis surtout, on voit apparaître la game bar, et là, ouhou. Voilà, voilà, c'est la fête. Là, j'ai du orange, mais alors qui est fluo. Vous n'y voyez plus rien. Moi, j'y vois encore très, 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 très bien. Évidemment, puisque mes yeux sont quand même bien plus polyvalents que le capteur de la caméra, enfin l'optique et le capteur de la caméra. Et donc évidemment que ça fonctionne encore très très bien, et que là vous allez commencer à atteindre des consommations. D'ailleurs je vous les ai citées, les consommations, mais ça peut être toujours amusant. Allez, vas-y, on va lancer l'application, puis on va aller regarder ce que ça consomme là en temps réel. Franchement, je pense qu'on a dépassé, on ne doit pas être très loin des 200 watts. Hein. Vous en pensez quoi, vous, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? 161 watts en temps réel. Regardez, hop, est-ce qu'il va être capable de faire un peu la mise au point là? Allez, vas-y, lapin, fais la mise au point. 161 watts. 161 watts,49 ici en temps réel sur cette image issue donc du jeu vidéo avec le Game Mode activé. Allez, on peut aller chercher peut-être de quoi calmer un peu le jeu en activant l'économie d'énergie, mais ça change pas grand-chose. D'ailleurs, j'ai perdu combien en watts? Je suis à 134, bon, j'ai perdu à peine 30 watts. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques petites options. Qu'est-ce que je pourrais activer d'autre là en temps réel qui nous permettrait d'abaisser un peu ça? Électricité et économie d'énergie. Est-ce que j'irais pas chercher optimisation de la luminosité, voilà, luminosité maximale? Ah, alors ça par contre à chaque fois ça c'est pénible de devoir cliquer pour valider le truc. Ouais, ça va pas changer grand chose, hein, franchement. Luminosité minimum, je pourrais la baisser. Source, mode éco automatique, bon ça va pas avoir d'impact imminent. Bon voilà, vous le voyez, de toute façon il y a énormément de ressources. Ce qui nous intéresse sans doute ici plus quand même, eh bien c'est la fameuse Game Bar qui elle évolue avec tout plein de choses qui sont affichées. J'espère que voilà, vous devez quand même bien la voir. On a ici le choix du mode de jeu avec un mode standard, mode jeu de rôle, RTS, FPS, sport, original, et ensuite on a deux modes personnalisés qui vont pas vous offrir beaucoup d'options. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais grosso modo, je peux intervenir sur le contraste, sur la netteté, sur les couleurs et sur les teintes. Bon, voilà, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, bah, si jamais vous êtes du genre à vouloir des modes personnalisés, pourquoi pas. Ensuite, on a le zoom sur la mini-carte. Ça, c'était assez amusant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je peux positionner soit à gauche, soit à droite, soit le partage de la mini-carte. Bon, regardez, par exemple, si je le positionne à gauche, eh bien, je vais pouvoir positionner comme ça. Vous voyez, j'ai un petit carré jaune là, qui se déplace sur l'image. Et en fait, bah, ça va me permettre d'avoir un zoom déporté sur le côté. Alors ça, je me dis que c'est sans doute un truc intéressant. Alors clairement, je ne l'ai pas utilisé, hein, mais par exemple, pour le FPS, vous allez positionner ça sur votre mire au centre, et puis bah, quand vous allez jouer, vous allez pouvoir être sûr si votre curseur est bien au centre de la tête de votre ennemi, par exemple, ou en tout cas là où vous souhaitez viser. Et ensuite, on peut naturellement, si je clique là, accéder à tous les paramètres cette fois-ci, et donc les paramètres experts du mode image-jeu. Voilà, et vous allez voir que, encore une fois, ça ne va pas chercher très très loin. Il y a un mode HDR10+ gaming simple ou jeu HDR désactivé, et là, par exemple, si je le mets en mode simple, ça calme un peu aussi la dalle, donc pourquoi pas, c'est pas mal. Et de toute façon, j'ai en permanence ici toutes les infos qui me sont renvoyées avec les FPS, le HDR activé. Ici, en l'occurrence, comme je suis sur une Xbox Series X, j'ai l'information que je suis bien sur du FreeSync Premium, le choix de la sortie audio, le guide utilisateur, etc. En fait, ce qui est important à retenir, c'est que, comme je l'ai dit,
tout se passe très bien dans le jeu. Autour de Starfield et la gestion du HDR sur les premières scènes où effectivement c'est complètement délavé, c'est pas beau du tout. Bon bah là on n'est pas, voilà, c'est plutôt le titre qui est concerné. Et sur l'expérience jeu vidéo au sens plus large du terme, eh bien, non seulement on a la puissance de la dalle QD-OLED, mais on a aussi la puissance logicielle et de cette interface Samsung Gaming Hub qui, comme vous le voyez ici, vous propose, eh bien, pourquoi pas, d'aller ajouter vos comptes Twitch pour consulter du contenu, etc. Ici, c'est la Xbox qui est branchée directement, mais je peux aussi accéder à du contenu, je peux aussi accéder au service cloud de Xbox, le fameux Game Pass, mais aussi le GeForce Now. Et ce sont des choses que j'ai testées. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu dommage d'ailleurs que ce téléviseur ne soit pas compatible Wi-Fi 6E et qu'il faille s'en remettre à l'Ethernet en 10.100, parce que ça fonctionne très bien. Moi j'ai pu connecter ma manette Xbox dessus, jouer dans le cloud, et du coup on n'a plus la nécessité absolue, si on est joueur très occasionnel, d'avoir du matériel en dur. Alors après évidemment il faut payer pour les services, et a fortiori le GeForce Now qui lui en plus vous impose d'acheter le titre si vous souhaitez vraiment profiter de l'expérience Nvidia, mais la présence désormais du Game Pass dans le service de Nvidia, eh bien, change beaucoup de choses, parce que là où le service de Microsoft est encore en bêta, le service de Nvidia, lui, ne l'est plus, et croyez-moi qu'il envoie du très lourd, alors, surtout dans cette configuration avec le pack Ultimate. Mais voilà, donc on a quand même une expérience jeu vidéo que je trouve pour le coup meilleure que chez LG. Attention, vous emballez pas, vous énervez pas, on n'oublie pas que chez Samsung, on n'a pas le Dolby Vision pour les jeux. Si vous voulez en plus du QD OLED et en plus du Dolby Vision avec du 120, notamment sur de l'Ultra HD, il faudra aller taper beaucoup plus cher. Il faut aller regarder du côté de chez Sony avec le A95L, qui est donc le QD OLED le plus haut de gamme, qui est le seul d'ailleurs à profiter de telles prestations, y compris avec un mode qui permet de réduire la taille de l'image, etc. Chose que propose aussi d'ailleurs la Game Bar, mais je pourrais brancher un PC et avoir un mode 21/9 ou un mode 32/9 pour avoir une vision assez large. Encore une fois, il faut que la machine et que le titre supportent ces affichages-là. On est donc sur une expérience gaming qui est très bonne à donc minorer, en tout cas à conditionner au fait qu'on n'a pas de Dolby Vision. Et là où j'en revenais au fait que le Sony le propose sur le A95L, c'est que je le rappelle que sur le téléviseur mini LED le plus haut de gamme de chez Sony, le X95L, on n'a pas ces choses-là. Vous savez tout sur cette partie jeux vidéo. Franchement, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir avec, encore une fois, attention, comme vous le voyez là, franchement, je ne sais pas si vous le voyez, là, on n'est pas dans le mode le plus lumineux, mais c'est quasi vert fluo. C'est quasi vert fluo. Il y a un point qui est important, on va le faire, la mesure de l'input lag. Ça déchire. Il est trop bon cet input lag. Mais non, pas du tout. Évidemment, il faut que je déclare la source ici comme étant du mode jeu. Et donc, on va aller parcourir. Sachez que là, regardez là, par exemple, hop, on va aller le ramener par là, puisque si jamais je veux activer plus rapidement le mode jeu, j'avais déjà déplacé l'icône Filmmaker un peu plus près du mode tous les paramètres. Et donc voilà, donc hop, on va activer le mode jeu. Je pense qu'il va basculer d'abord, voilà. Donc là, on est tout bon. On a désormais, boum, et voilà. Ouais, il n'en faut pas beaucoup. Vous avez vu que la luminosité déjà a fait un sacré boost. 9,2 millisecondes d'input lag. À cela s'ajoute en plus, un point que je précise de temps en temps, je le rappelle, l'input lag, le temps de latence entre le moment où la source, enfin la prise HDMI reçoit le signal et le moment où la dalle l'affiche. C'est ce que me permet de faire ce boîtier en 1080p à 60 Hz. Ça sera un peu moins sur du 120 Hz, mais je n'ai pas ce boîtier-là. Moi, il ne fait que du 60 Hz à 1080p. Et donc 9,2 millisecondes, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas de problème de décalage de ce côté-là. Vous ne pourrez pas, si jamais vous échouez, vous ne pourrez pas remettre ça sur le dos du matériel, parce que le téléviseur, de toute façon, maintenant chez Samsung, ça fait quelques générations de produits, qu'on est là sur un super traitement et un temps donc de retard à l'affichage qui est imperceptible. Et puis surtout, comme on est là sur une dalle OLED avec des pixels auto-émissifs, vous n'aurez pas non plus de latence sur la dalle en elle-même par rapport effectivement à ces fameuses millisecondes que l'on peut retrouver sur des téléviseurs LCD qui effectivement utilisent une structure dont les pixels peuvent prendre de la latence de par leur conception même, de par leur fonctionnement même. Donc voilà, pas de sujet, pas de débat sur l'input lag, c'est parfait. Déjà, je peux vous dire que 2023, les mises à jour logicielles semblent avoir laissé place quand même à une certaine forme d'optimisation, parce que je trouve que le système est moins lent. Le système d'exploitation est un peu moins lent. On est quasi revenu à la fluidité un peu exemplaire de ce système d'exploitation, y compris dans la mise en marche et dans l'extinction. Sur les précédentes vidéos, je râlais. Désormais, je
j'en arrive un petit peu plus à essayer de vous sensibiliser, puisque de toute façon, on n'a pas le choix. Il semblerait que Samsung ne fera pas machine arrière sur cette approche, sur cette construction de ces menus. Donc du coup, en fait, à chaque fois que vous allez brancher une source, le téléviseur va vous proposer de l'ajouter dans vos raccourcis, dans vos favoris, de le positionner au bon endroit, etc., de le déplacer si vous souhaitez, par exemple. Donc en fait, que ce soit pour ces menus-là, ces raccourcis-là que sont vos sources, vos applications, etc., eh bien, prenez le temps de configurer le téléviseur à votre sauce. Ce que je regrette, c'est que ce ne soient pas des interfaces qui soient personnalisables, soit directement avec une association d'un compte via le smartphone, que chacun à la maison puisse ensuite retrouver la configuration de son téléviseur, une vraie gestion multi-compte, c'est-à-dire que moi, David, je vais avoir ma configuration de mon téléviseur et puis mes enfants, pourquoi pas, ils pourraient basculer sur une interface qui leur correspond avec un historique de contenu en cours qui serait différent du mien. Sachez juste que là, le contenu n'est pas le mien, parce que j'ai réinitialisé le téléviseur, justement au moment où je fais cette vidéo. Je l'ai réinitialisé pour voir un petit peu comment ça se comportait dès le départ et pour refaire certaines images, notamment de la première configuration qui se passe depuis le smartphone et qui se passe vraiment très très bien. Donc là, ici, il y aura effectivement la possibilité de reprendre des contenus en cours, mais je ne trouve pas que ce soit aussi clean que ce que c'était par le passé. Ensuite, c'est une multitude comme ça, c'est un ascenseur de contenu. Le mode ambiant, ça c'est quelque chose qui est connu depuis maintenant très très longtemps chez Samsung. Et donc, dans la logique de personnalisation, intervenez aussi sur le menu des sources. Parce que lui aussi, il va être important à positionner vos sources au bon endroit pour ne pas avoir à les chercher, parce qu'il faut quand même faire bouton Home, aller sur le côté, périphérique connecté. Ça, c'est un peu pénible aussi. Pareil, personnalisez vos menus paramètres ici dans ce que vous allez pouvoir faire. Et parmi ces choses que Samsung peut-être tente de mettre en place pour nous faciliter la vie face à des choix qu'ils font aussi bien sur la partie ergonomie logicielle, toutes les choses que je viens d'évoquer. Et puis là, on le voit d'ailleurs que la bannière publicitaire, elle n'est plus là. Et le choix aussi d'une télécommande à l'ergonomie minimaliste, il nous propose certains raccourcis. Par exemple, on a ici la touche 1, 2, 3 et la roue crantée, qui sur un appui long va ouvrir un menu de raccourcis qui, encore une fois, avec 12 000 manipulations, me permet d'aller rechercher, pourquoi pas, les différentes sources qui sont connectées au téléviseur et qui ont été identifiées. Et pourquoi pas ici la TNT. Et cette TNT, lorsque je la visionne, encore une fois, si j'appuie longtemps sur cette roue crantée, je vais pouvoir définir la chaîne sur laquelle je suis comme un programme, comme un raccourci. Donc là, je suis sur TF1, je viens de cliquer, et donc ça m'a ajouté TF1 en raccourci. Et puis par ailleurs, j'aimerais bien aussi que Samsung fasse évoluer cette interface-là, qui pour moi commence à devenir vraiment datée. Voilà, c'est des menus qui sont essentiellement en surimpression de l'image. Quand on fait des réglages, etc., vous voyez là, si je veux intervenir sur les nettetés, etc., voilà, je ressors du menu, ensuite je procède à mes réglages, ensuite je fais précédent, je reviens là-dessus. Bon, franchement, je pense qu'il y a matière à faire quelque chose encore un petit peu plus ergonomique et sans doute aussi un petit peu plus légendé. Voilà, bon, vous avez compris de toute façon. Je ne serai jamais content, en tout cas, tant que j'aurai pas une interface logicielle qui me séduit. Je vous le dis, pour moi, l'interface de Sony et sa surcouche de Google TV est sans doute ce qui me plaît le plus. Mais on voit qu'ils essayent de faire des trucs, mais est-ce que c'est la bonne solution que de proposer comme ça des navigations infinies, horizontales ou verticales? C'est pour ça. Comme on n'a plus le choix, prenez juste le temps peut-être de personnaliser ça à votre goût. Voilà, c'est le moment de conclure sur cette vidéo. Je vous affiche les points positifs, les points négatifs, le récap des prix qui, encore une fois, sont à considérer avec les ODR qui sont pratiqués actuellement. À tout moment, évidemment, vous consulterez les prix qui sont pratiqués en ligne, sur le site du constructeur, sur les revendeurs, etc. Moi, ce que j'en retiens, c'est que Samsung détient avec le S95C assurément un téléviseur capable de concurrencer le LG OLED G3, assurément le A95L aussi, même si je ne l'ai pas encore testé, de Sony, et évidemment aussi le MZ2000 de Panasonic que j'ai hâte de tester. Et puis n'oublions pas Philips qui lui aussi va débarquer. Et d'ailleurs, je vais pas tarder au moment où j'enregistre cette vidéo à aller dans leurs locaux pour faire une vidéo également sur les téléviseurs. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez du téléviseur, évidemment avec les points positifs
que vous avez vu s'afficher, que moi je retiens comme étant la qualité de l'image, le Neural Quantum Processor 4K qui va bien, la qualité de l'upscaling, y compris avec de la TNT, la qualité de l'image perçue qui reste quand même assez sublime, et l'expérience gaming, qu'elle soit au travers de consoles, au travers de PC ou au travers de services de cloud gaming, notamment avec le GeForce Now. Puis dans les points négatifs, il y a l'ergonomie du logiciel qui pour moi est encore perfectible, et l'ergonomie de la télécommande qui elle aussi est perfectible évidemment. Et voilà, sur d'autres aspects, notamment comme l'absence de Dolby Vision, pourquoi pas, qui pose encore problème à certains d'entre vous, mais j'aimerais bien y revenir dans une vidéo un petit peu plus dédiée. Pour moi, je pense que vraiment il ne faut pas que ça vous arrête si réellement le produit de chez Samsung vous intéresse. Allez, c'est là-dessus que s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si elle vous a plu, le petit pouce qui va bien, qui motive, les réseaux sociaux pour rester en contact avec moi. Et surtout, eh bien, allez voir ce qui se passe du côté de la description, parce que vous allez y retrouver une multitude de liens évoqués ici dans la vidéo. Évidemment, le lien vers le groupe de discussion, Discord aussi, et puis des liens d'affiliation si jamais vous souhaitez me soutenir. Et puis, il y a aussi les super thanks. Dites-moi peut-être qu'il faut que je mette en place un Tipeee. Une personne dans le Discord m'a demandé, mais comment on peut t'aider pour rétribuer un petit peu ton travail? Peut-être qu'il faut que ça passe par une forme de cagnotte. Je n'ai pas encore mis en place, mais peut-être qu'à un moment donné, ça arrivera. Vous comprendrez qu'il faut bien que je vive. Et puis tout ça, ça consomme de l'énergie aussi. Et puis c'est du temps. Évidemment, passer une expertise, consacrer à tester tout cela. Bref, vous commencez à connaître le sujet. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.